Voilà, j'allume le micro et pour saisir mes responsabilités, je mets en ordre, je mets en marche le chronomètre. J'ai une vingtaine de minutes, je vais m'y tenir et voilà ma présentation. Je prends un scope beaucoup plus détaché, je dirais, de la question réglementaire, puisque je vais vous parler de la RSE et de son origine, de son orientation actuelle, de sa prise, je dirais, de forme véritablement contraignante, ce qui est, à vrai dire, une grande transformation de la chose. Comment est-ce que je vais procéder? Je vois qu'ici, la chose ne m'obéit pas, comme d'habitude, ce n'est pas grave. Mais n'empêche, voilà, tu vois, regarde ici, ça ne passe pas de slide. Ah, voilà, ok, parfait. Voilà. De quoi parlons-nous? Ce sera la partie conceptuelle. Vous voyez, elle prend quasiment la moitié de l'ensemble de mes slides. J'en ai une trentaine. Et puis, je parlerai seulement de ce que l'Europe a fait de la RSE et la grande accélération que nous connaissons depuis 2018. Et parce que c'est par rapport à ce que nous venons d'échanger à propos de la loi de devoir de vigilance, j'évoque trois décisions jurisprudentielles. L'une ancienne, c'est la décision Total Erika, et deux beaucoup plus récentes qui sont des décisions de 2021 et qui nous mettent en fait dans le sujet plutôt devoir de vigilance, d'ailleurs que RSE proprement dit, mais le devoir de vigilance n'est jamais qu'une continuation de la même chose. Et je conclurai en tentant, en fait, le professeur Schiller nous a parlé de droit des sociétés, dans lequel, en fait, tout ça vient s'inscrire quelque part, puisque ce sont les dirigeants des sociétés qui sont priés d'être vigilants. Et donc, finalement, ça a un impact considérable sur la gouvernance et la question de savoir, la question se pose de savoir si c'est à l'intérieur de l'entreprise ou bien si c'est de l'extérieur de la société, de l'entreprise que les choses sont contrôlées. RSE, de quoi parlons-nous? Un moment dans l'histoire occidentale, excusez-moi, j'ai oublié de supprimer ces désastreuses animations. Depuis déjà Adam Smith, qui est quand même le parangon, soi-disant, de notre néolibéralisme, lui-même, quand il voyait à l'œuvre les grandes compagnies, hein, les compagnies orientales, etc., constatait qu'il y avait énormément de choses approximatives, pour ne pas dire de la négligence, et de la profusion en faveur des dirigeants qui se servaient sur quelque chose dont personne ne s'occupait à part d'eux. Grand changement de notre paradigme, je dirais, industriel. En 1891, la fameuse encyclique Rerum Novarum qui met en cause ou qui pose la question, hein, l'Église se le permet, pose la question des rapports entre l'industrie, ceux qui détiennent le capital et les ouvriers qui subissent la loi dure et qui sont, pour ainsi dire, matérialisés, instrumentalisés, qui ne sont qu'une partie du matériel qui nous permet de produire. Roosevelt n'est pas en manque quelques 10 ans plus tard et il dit, ben, tiens, dans le fond, est-ce que l'entreprise, la corporation, n'aurait pas une responsabilité qui est plus large que simplement servir les intérêts des actionnaires, mais une responsabilité sociétale, dirait-on aujourd'hui. Et puis, le grand innovateur, le livre, je dirais, qui inaugure le concept même de Corporate Social Responsibility, le révérend, de nouveau une couleur religieuse, le révérend Bowens, qui faisait partie d'une multitude de conseils d'administration aux États-Unis, se dit, tiens, dans le fond, je vais maintenant écrire ce que je pense, et de mon rôle d'administrateur, et il écrit cet ouvrage, Social Responsibilities of the Businessman, et est lancée alors la réflexion sur la Corporate Social Responsibility. Alors de nouveau, tout ça se bloque, c'est pas grave, page down, ça ne marche pas. Alerte, je n'ai... Il me faut un technicien parce que ça ne bouge pas, c'est pas grave. Je vais enchaîner sans la technique. Voilà, là, le slide suivant, en fait, nous embarque dans ce qu'on appelle la fameuse triple bottom line, qui est la... je peux peut-être faire escape. Non, même pas, ça marche. Ah, dis-moi. Ah, d'accord, oui, ok. Voilà, le triple bottom line, vous le connaissez tous, People, Planet, Profit. Eh bien, on n'a pas d'entreprise sans profit, qu'elle soit entreprise sociale ou qu'elle soit entreprise financière. Dans les deux cas, elle doit faire
attention à ne pas avoir de charges plus importantes que ses revenus, sans quoi elle aura elle-même un impact négatif, pour reprendre un terme quand même fort utilisé, un impact négatif sur la société, puisque ce sera les autres, de façon générale, ses créanciers, ses fournisseurs, ses employés, qui devront assumer sa défaillance financière. Autrement dit, le profit fait partie, veiller à être équilibré, voire profitable, fait partie de la responsabilité sociale de toute entreprise. Et je vous cite ce fameux ouvrage de ce professeur de management qui publie à Oxford, Cannibal with Forks, où il décrit ces 3 P. Deuxième concept, le développement durable. Je vous rappelle qu'en 1972 déjà, le Club de Rome qui avait demandé au MIT, Massachusetts Institute of Technology, de faire une espèce de bilan de nos perspectives de développement en tant que société industrialisée. Est-ce qu'on peut continuer indéfiniment à croître? Et leur réponse est plutôt négative. La traduction française de Limit of Growth, halte à la croissance, dit clairement le signal. Cet ouvrage qui a été extrêmement populaire, a été extrêmement décrié par les milieux académiques et autres, notamment le prix Nobel d'économie Frédéric Hayek, qui recevait son prix, je crois, cette année-là, a dit que ce pamphlet n'avait absolument aucune valeur scientifique. 1987, l'ONU a, quelques années plus tôt, demandé à un groupe de travail présidé par l'ancienne ministre de l'Environnement ou première ministre norvégienne, Madame Brundtland, de délivrer un rapport sur comment pourra-t-on effectivement continuer à se développer, à croître de façon plus intégrante pour ce qui concerne d'une part l'ensemble de la population mondiale et d'autre part les générations futures. Et sa conclusion, c'est un très beau rapport, traduit en français par la diplomatie française, et que je vous engage à lire. Il fait 400 pages, c'est vraiment, enfin, sur la première page ou sur la 18e page, je ne sais plus très bien où ça se passe, mais c'est dans son introduction, vous avez une définition qu'on utilise encore toujours aujourd'hui pour nous dire qu'est-ce que c'est le développement durable. Le développement durable, je cite, est un développement qui répond aux besoins du présent de façon donc horizontale, sans compromettre la capacité des générations futures, là on va vers le vertical plutôt, de répondre aux leurs. Donc une combinaison à la fois des besoins de toute la population dans le monde, actuellement c'est le présent, et des capacités des générations futures à vivre avec autant d'abondance et de facilité que nous le faisons aujourd'hui. Ce concept de développement durable a vraiment été capté, je dirais capturé par tous les milieux politiques et à peu près dans tous les pays du monde. On trouve un petit mot quelque part dans une charte, dans une constitution chez nous en Belgique, dans le traité de l'Union européenne, je vous cite le texte, on combine là développement durable et croissance. Dans la charte de l'environnement, on trouve le texte développement durable à cet effet. Les instances politiques concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, conflit entre progrès, développement économique et équilibres sociaux et environnementaux, mais ça, c'est la vraie question. Et enfin, en Allemagne, sa loi fondamentale, déjà depuis 2002, a un texte assez unique en son genre, l'article 20A, de sa loi fondamentale, sur base de laquelle, parce que c'est là qu'on trouve vraiment un texte avec des dents, comme on dirait en anglais, puisque la Cour constitutionnelle a recalé une très belle loi climatique proposée par le gouvernement Merkel à l'époque, qui mettait déjà de grandes ambitions pour l'Allemagne en faveur de la neutralité climatique en 2050, mais, dit la Cour constitutionnelle, dans vos travaux préparatoires, vous n'avez pas identifié en quoi les générations futures, c'est-à-dire les gens qui vont vivre tout cela entre 2030 et 2050, ne vont pas avoir une charge démesurée par rapport à la charge qu'aujourd'hui, nous autres, devons assumer selon votre loi. Donc, vous êtes recalé, revenez d'ici décembre 2022 avec une loi qui identifie en quoi votre loi fait supporter de façon équitable entre les générations présentes et les générations futures la charge de ce défi climatique que nous devons en toute hypothèse rencontrer. Mais là, je dirais,
très bel instrument puisque toutes les entreprises, quasiment même des cabinets d'avocats comme le mien, sont saisis. Sommet de l'ONU de septembre 2015, adoption des 17 objectifs du développement durable, derrière lesquels il y a 169 cibles. Ce qui est intéressant dans les ODD, c'est que cela concerne tout le monde, hein, contrairement au Global Compact qui s'adressait aux grands joueurs, etc. Ici, c'est tout le monde qui peut s'en emparer. Les gouvernements en premier lieu, évidemment, et quand vous lisez les 17 objectifs, ils concernent essentiellement des politiques publiques, les ONG, bien sûr, les entreprises elles-mêmes, et elles le font, elles le font depuis longtemps, depuis 2015, je voudrais dire, les associations et les citoyens eux-mêmes, c'est vous et moi. Évidemment, l'accord de Paris est lui aussi fondamental, vient s'encastrer en quelque sorte dans ces objectifs, puisque c'est le 13e que vous trouvez là, et le 13e qui est d'ailleurs dénommé en français l'urgence climatique, Climate Action en anglais. Ces objectifs de développement durable, le Stockholm Resilience Center a proposé une très belle déclinaison. Hein, on a l'impression qu'ils sont horizontaux. En fait, comme le dit l'ONU elle-même, il y a des interactions considérables entre chacun des objectifs. Hein. Si vous donnez plus à manger, et si enfin, dans les contrées moins développées, on peut manger de la viande, et bien en conséquence, vous aurez plus de méthane dans l'atmosphère, etc. Donc, l'un des objectifs est nécessairement interdépendant des autres et il faut les combiner plutôt que les opposer. Mais, propose le Stockholm Resilience Center, il y a des priorités. On n'aura pas d'économie si on n'a pas un socle de règles sociales qui fassent que tout le monde se sente digne et respecté. On n'aura pas de socle social possible, tout simplement, si on n'a pas un environnement naturel qui est de qualité. Et donc, tout cela s'emboîte l'un dans l'autre et on pourrait ainsi voir un ordonnancement de ces objectifs, quoi qu'il en soit. Et puis finalement, avant de passer à la suite, les limites planétaires, hein, de nouveau, c'est notamment le Stockholm Resilience Center qui identifie le fait que la Terre, eh bien, elle a des limites. Hein, je dirais, on le sait depuis toujours si on réfléchit un tout petit peu, mais on le sait de façon extrêmement précise scientifiquement maintenant. Hein, le GIEC nous le dit, mais l'IPBES nous le dit aussi pour la biodiversité. Et il y a chimiquement, je dirais, un tas de problèmes sur la Terre qui commencent à être de mieux en mieux identifiés, mais qui doivent être gérés et qui ne le sont pas généralement. Et voilà le problème, je dirais, tel qu'il se présente dans la charte qui est à votre gauche. Et puis à droite, une économiste, Madame j'oublie son nom, non, voilà, je vais vous le laisser de côté, mais allez sur le site que je vous donne là. Il y a un très bel ouvrage sur une nouvelle manière de concevoir l'économie comme un donut. Hein. C'est évidemment très anglo-saxon, mais n'empêche. L'idée étant qu'il y a d'une part les limites externes, c'est-à-dire on ne peut pas être plus riche, on ne peut pas plus extraire de la terre de richesse que ce à quoi on devrait se limiter, ça c'est l'enrichissement possible de tous, et il y aura un socle qui serait le plancher social que l'on devrait atteindre et respecter, qui ferait qu'il y aurait au niveau du revenu, au niveau de l'accès à l'eau, à la nourriture, à la santé, etc., il faudrait que l'on atteigne et que l'on respecte également pour l'ensemble de nos populations ce socle de bien-être. Et dit, c'est Kate Raworth, voilà, je reviens sur son nom, elle nous dit, ben, vous savez, là-dedans, la croissance, ben, c'est un épiphénomène. On arrivera à entrer et à vivre dans cette terre de façon équilibrée dans la mesure où on ne dépassera plus le seuil supérieur et où on établira, pour éviter d'avoir des révolutions, un socle social suffisant que pour se retrouver d'une certaine manière tous ensemble, en quelque sorte, sans exclure. De quoi parlons-nous? Et ce sera les derniers slides avant d'entrer dans les règles européennes très rapidement là également, puisqu'il me reste une dizaine de minutes ou 5 minutes si je veux être plus court. De quoi parlons-nous? Et là, voilà 3 graphiques, comme on les appelle, en crosse de hockey.
Les crosses de hockey, c'est-à-dire on a toujours vécu simplement et avec, dans une certaine mesure, une abondance qui résultait de peu de choses. Hein. Il y a un très bel ouvrage de Marshall Chalin sur l'abondance à l'époque du néolithique. Hein. On allait cueillir sa pomme, on allait manger son lapin si on en trouvait un ce jour-là, et on était dans une certaine abondance, c'est-à-dire une suffisance. Hein. L'abondance, ça ne signifie rien d'autre que est-ce que vous en avez assez? Oui, et si on mange trop, on en a. C'est un excès. Bref, on a vécu avec cette suffisance pendant toute une période, et puis maintenant, on vit dans une période d'une abondance matérielle tout à fait colossale qui vient en fait du développement de l'ère industrielle, qui commence, je dirais, avec la machine, avec les machines qui captaient le vent et qui permettaient de ne plus devoir moudre son blé comme ça, mais avec une machine qui avait des engrenages. Et puis on a découvert la machine à vapeur, Monsieur Papin, etc. Et puis on a intégré ça dans des outils, les fameuses outils dans le textile qui ont provoqué un certain nombre de révoltes sociales puisqu'on remplaçait les ouvriers par des machines. Et puis, on a décollé parce qu'on a utilisé non plus le bois mais le charbon, très bon marché. Et puis, encore meilleur marché, on a utilisé le pétrole qui, lui, permet de se passer de mineurs. Hein. Les mineurs, ils font la grève et tout ça, c'est pas très gai. Tandis que le pétrole, il suffit de pomper et puis de l'acheminer d'un endroit à l'autre du monde. Et cela a fait ce qu'on appelle, pour les partisans de l'Anthropocène, la grande accélération depuis le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. On est vraiment dans une croissance, mais qui est vertigineuse. Si l'on met, j'ai un frère qui enseigne l'économie de l'environnement, notamment à la Toulouse School of Economics, Christian Gaulier, et qui explique que si on regarde entre Napoléon, l'époque napoléonienne et aujourd'hui, eh bien, en progressant de 2% de croissance par an, on multiplie par 50 la production et donc la consommation par les hommes. Donc multiplié par 50, ce n'est pas multiplié par 2. Hein. Si d'aujourd'hui à demain, on devait diminuer par 2, réduire, donc diviser par 2 notre consommation, ce serait une catastrophe absolue. Mais je vous signale que simplement les économistes nous disent entre Napoléon et aujourd'hui, on a multiplié par 50 notre production et notre consommation. Donc c'est impensable. C'est impensable et c'est de fait non pensé et non intégré. Et nos politiques commencent maintenant, et nous-mêmes, et nos entreprises, pardon, commencent simplement à intégrer toutes ces idées. Croissance du produit intérieur brut, très mauvais indicateur, nous disent certains, mais qui nous indique en tout cas un chiffre très précis. Deuxième indicateur évidemment colossal, c'est la croissance de la population. C'est un peu la même chose. Hein. On a notamment fait des progrès dans la médecine, on a notamment fait des progrès dans l'espérance de vie, etc. Et ça fait qu'on est beaucoup plus nombreux aujourd'hui qu'hier. Mais, et là je vous donne les chiffres déjà assez anciens de 2019 de l'ONU, vous voyez toutes ces courbes, sauf l'Afrique subsaharienne, qui se courbe et qui font naître en fait de très beaux problèmes. Hein. Les populations européennes âgées, les populations en Chine, au Japon âgées, comment allez-vous payer les soins de santé, etc. Donc, évidemment qu'une courbe qui n'est qu'à la croissance, c'est une courbe formidable pour ceux qui vivent ce jour-là, puisqu'ils ont des enfants qui vont leur payer, qui vont être à leur chevet, etc. Mais si vous n'avez plus d'enfants, vous n'avez plus qu'un enfant et que vous êtes deux, voilà, vous changez le monde, mais c'est un monde possible, je dirais, mais simplement qui doit faire des efforts qui sont différents. Troisième courbe, évidemment, vous la connaissez tous, c'était là une course de hockey, et je lisais hier dans le journal qu'on est plutôt vers 4-5 degrés de plus d'ici 2100 que vers les 1,5 qui serait l'idéal absolu, mais qu'il est à peu près certain qu'on n'attendra pas. Et donc ça veut dire en fait que le problème climatique notamment est un problème pour les générations futures parce que nous ne sommes pas capables de prendre les politiques qu'il faut aujourd'hui pour freiner cette abondance de biens matériels dans laquelle nous vivons. Alors, très rapidement, dans les quelques minutes qui me restent, la RSE prise par l'Europe, je vous dis, c'est un concept américain au départ, Corporate Social Responsibility, et c'est un concept
dont l'Europe s'est emparée une première fois en 2001, très beau livre vert, mais qui disait, voilà, la RSE, dans le fond, c'est quelque chose de purement volontaire. On fait ça ou on ne le fait pas, et si on le fait, ben, c'est qu'on prend volontairement dans ces process les préoccupations sociales et environnementales, et qu'on les utilise d'ailleurs comme instrument de marketing pour son activité commerciale, et pourquoi pas. Et autre chose, on intègre ça dans ses relations avec les parties prenantes, ça c'est quelque chose de très intéressante. 2011, 25 octobre 2011, la Commission, après avoir entendu en fait non pas le tollé, mais la résonance qu'a provoqué pendant 10 ans son beau livre vert, qui n'est pas sans conséquence d'ailleurs, prend une nouvelle communication dans laquelle elle renverse, ou plutôt elle modifie complètement sa définition entière, puisqu'elle dit, sa définition antérieure, elle dit, la RSE, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement la responsabilité des entreprises pour les effets qu'elles exercent sur la société. Et on retrouve un peu ce concept de est-ce que vous risquez d'avoir un impact négatif actuel ou potentiel sur vos parties prenantes. Donc c'est un peu là qu'on trouve l'origine de cette idée de impact. Et la conséquence de cette communication, mais c'est notamment la directive information non financière de 2014, qui est un premier pas vers à la fois rapporter sur son impact et faire une due diligence, c'est-à-dire se soucier, pouvoir vérifier que l'information que je donne, ce n'est pas seulement du greenwashing, mais c'est également quelque chose qui est fondé sur du vrai. Très rapidement, la grande accélération, parce que finalement, toutes les autres interprétations, toutes les autres interventions d'aujourd'hui auront rapport avec ce mouvement. Donc, en 2015, le Financial Stability Board au niveau mondial dit, tiens, dans le fond, est-ce que la stabilité de notre monde n'est pas aussi dépendante d'une question climatique? Elle demande d'examiner cela à un groupe d'experts, le TCFD plutôt. La Commission européenne, en parallèle, lance également son propre groupe de travail qui dépose en janvier 2018 son premier rapport sur l'organisation soutenable de la finance. Et on voit le 8 mars 2018, le plan d'action financer une croissance durable et toutes les réglementations que je cite ici, que ne sont qu'une partie, qui sont en plus complémentés par ce que le Green Deal propose en 2019 et accroît en 2020. Juste ce tableau, et c'est le seul que je ferai pour terminer mon approche, presque pour terminer mon approche européenne, parce que je voudrais quand même vous parler de la double matérialité un instant. Toutes ces nouvelles réglementations qui avancent à un rythme du tonnerre et qui vous obligent à suivre plusieurs champs de bataille en même temps sur lesquels on avance. Bataille parce que, évidemment, les intérêts ne sont pas tous convergents et les États membres eux-mêmes n'ont pas des intérêts convergents. La taxonomie est un peu au sommet de tout cela. Elle est en train de proposer une nomenclature complète, enfin une nomenclature aussi complète que possible, des activités durables et en quoi, par exemple, le transport, par exemple, l'immobilier, par exemple, la pêche, par exemple, les travaux miniers, etc. En quoi est-ce que chacune de ces activités peut se développer de manière durable? Et c'est vraiment très précis, c'est très granulaire, vous le verrez, dans les textes qui sont publiés. Et à partir du moment où une entreprise a une activité durable, elle peut en rapporter. C'est le troisième cercle, NFRD, CSRD. Le deuxième cercle, le SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation, eh bien, c'est en quoi est-ce qu'on va, dans les produits financiers que les intermédiaires vont mettre sur le marché, en quoi ils vont rapporter sur la durabilité totale ou partielle des produits qu'ils vendent. NFRD, CSRD, donc c'est les informations en matière de soutenabilité. Et puis finalement, le cœur, je dirais, de tout cela, Corporate Sustainability Due Diligence Directive, qui est celle qui a fait déjà l'objet d'un échange maintenant, et sur laquelle je vais brièvement, après vous avoir parlé un instant de ce slide-ci, parce que je suis à 23 minutes déjà, la double matérialité, qu'est-ce que c'est? La double matérialité, c'est ce qui nous distingue un peu du mouvement anglo-saxon, dit-on, parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse faire une distinction complète. Il s'agit d'une part, et c'est l'approche anglo-saxonne, de veiller à l'intérêt social et donc à la performance financière de l'entreprise et à mettre dans son reporting en quoi les enjeux de durabilité impactent actuellement ou potentiellement sa profitabilité.
l'approche européenne qui dit, ben, indépendamment de l'impact financier que peut avoir sur votre entreprise une activité, il faut que vous rapportiez de façon plus générale des externalités qui sont les vôtres, c'est-à-dire en quoi vous avez, sans devoir en assumer le prix, vous impactez votre environnement social, par exemple en faisant travailler des enfants, votre environnement climatique, par exemple en envoyant dans le ciel des tonnes de CO2. Et cela indépendamment du fait que vous ne devriez jamais payer, je dirais, pour cet impact. Je passe ce slide taxonomie parce que je vous en ai déjà suffisamment parlé et j'enchaîne excusez-moi, je vais prendre une minute encore. Total Erika, c'est déjà un arrêt de la Cour de cassation ancien, assez révolutionnaire parce que c'est la Cour de cassation elle-même qui s'empare du fond et qui prononce une décision contre Total, la société tête de groupe. Donc en fait, on passe à travers le voile de la société, de tous ses fournisseurs, et même de son fournisseur, hein, parce que je vous rappelle que l'Erika n'appartenait pas à Total. Donc le responsable du bateau qui a sombré, c'est un autre. Il était à Panama ou en Grèce, je n'en sais rien, mais toujours est-il qu'on fait remonter la responsabilité à Total lui-même. Pourquoi? Parce que notamment par nécessité, dans son rapport RSE, il proclamait qu'elle faisait attention, que les bateaux qui portaient son pétrole étaient contrôlés en leur qualité, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Et moi, ça m'a tout à fait fasciné. C'est une condamnation pénale dont il s'agit. C'est une faute de témérité, dit la Cour de cassation, la Cour d'appel n'avait pas osé le dire, parce qu'elle devait évidemment savoir que l'Erika était une poubelle, qu'on l'a lancée dans un climat tempétueux et que ce qui s'est passé n'est pas une surprise. Et je vais terminer avec ceci, et je ne vais pas vous parler de l'arrêt Shell Climat, mais uniquement de cette étonnante décision des juridictions britanniques qui considèrent comme admissible, donc recevable, le recours de la veuve de M. Begum, qui, dans un chantier à Châteaugramme, au fond sur une belle plage, parce qu'il y a énormément de tankers et de vieux paquebots de notre Occident. Je crois que votre porte-avions Clémenceau avait voulu aller là, mais qu'on l'en a dissuadé. Finalement, il a été démantelé en Grande-Bretagne, mais ça lui a coûté une fortune à l'État français. Ici, voilà une entreprise qui a vendu pour un prix positif une vieille carcasse qu'il fallait démanteler, qui avait de l'amiante, qui avait des tas de produits dangereux pour la santé, mais sur la plage de Châteaugramme, peu importe, on peut le faire. Il n'y a pas de normes sanitaires, il n'y a pas de normes sociales, il n'y a pas de normes environnementales. Et donc, on peut, en démantelant le paquebot, tirer de l'argent parce que c'est des dizaines et des dizaines de tonnes de métaux qui en sont sortis et décide une cour d'appel britannique. La société britannique qui a vendu son vieux cargo à un intermédiaire qui lui-même a revendu ce cargo au propriétaire du chantier à Châteaugramme, la société britannique est responsable de ne pas avoir veillé à ce que, dans l'ensemble de sa chaîne de valeur, et je vous signale que c'est ce qu'on appelle la chaîne de valeur downstream, c'est-à-dire c'est mon acquéreur, mon client, et le client de mon client qui sont à l'origine du dégât. Donc on est en plus non pas vers mon fournisseur, mais on est vers mon client, celui qui m'achète mon produit. Beau problème pour les avocats qui font tous les jours des avis et qui ont donc des clients qui font tous les jours des choses dont on peut se poser la question, est-ce qu'ils doivent se poser la question, qu'est-ce qui va être fait de votre avis? Voilà, ça c'est une jurisprudence récente, 2021, et on n'est pas final puisqu'on est uniquement au niveau de la Cour d'appel. La décision Shell, là, elle est, j'ai envie de dire merveilleuse, elle est en appel, heureusement diront certains, et là diront d'autres. Est-ce que ça va changer les choses, puisque je vous rappelle que les juridictions hollandaises sont vraiment en tête, je dirais, de l'obligation imposée à tous de respecter l'environnement, puisqu'elles ont déjà condamné en 2019 l'État hollandais, grande première, de façon assez formidable, sur base des droits de l'homme, droit à la santé, droit à la vie privée, pour réduire son empreinte climatique. Même chose cette fois-ci, obligation à une entreprise. Une entreprise qui, et il y en a 100 comme ça dans le monde, s'il y en avait 100 comme ça qu'on pouvait attraper, le monde changerait rapidement. Pourquoi? Parce que Shell envoie dans l'atmosphère, non pas elle-même, mais de nouveau par ses clients, 1% de la totalité du CO2 qui se retrouve chaque année, dit le jugement, dans l'atmosphère. Et j'en terminerai avec cela.
quelle est la responsabilité des dirigeants, hein? Est-ce que c'est uniquement le petit cercle rouge dont ils doivent veiller à charmer et à combler les attentes de dividendes, ou est-ce que c'est l'intérêt un peu plus large de l'entreprise vue comme un groupe avec ses salariés, ses clients, ses fournisseurs, ou est-ce que c'est encore plus large les populations autochtones, hein? On a évoqué, Sherpa a évoqué un certain nombre de contentieux dans ce domaine-là. Est-ce qu'on doit aller à ce point-là, ou est-ce qu'on doit aussi d'ailleurs l'entreprise, est-ce que le dirigeant doit veiller à la terre elle-même? Et je vous rappelle qu'il y a un procès qui a été lancé en Grande-Bretagne contre les administrateurs, les directors de Shell pour leur dire, messieurs, vous êtes fautifs parce que vous ne faites pas le nécessaire pour que Shell respecte, nous fasse entrer dans les limites de l'accord de Paris. Voilà, j'en termine avec ça. Ah oui, en vous référant au rapport de notre cabinet d'avocats. On fait à peu près, j'ai envie de dire, du greenwashing. J'ose le dire parce que tout le monde le fait, en utilisant les objectifs du développement durable pour dire nous faisons quelque chose et nous faisons des choses tant sur le plan social que sur le plan culturel, parce que nous pensons que nous vivons dans une ville, à Bruxelles notamment, dans laquelle les problèmes sociaux et les problèmes culturels, enfin, la culture peut amener la solution à un certain nombre de problèmes sociaux, à mon avis, et nous avons une responsabilité en tant qu'entreprise dans ce domaine. Merci.